En 10 minutes, nous vous expliquerons comment un moteur fait fonctionner une voiture, afin que vous puissiez mieux comprendre son principe de fonctionnement. Dans la continuité de l'épisode précédent, examinons à quoi ressemble un véritable moteur. Il s'agit d'un moteur à induction courant sur le marché. Le moteur à choc électrique est principalement composé de deux parties, le moteur et le rotor. La partie extérieure du rotor est une cage. À l'intérieur du circuit se trouvent de nombreuses barres conductrices en tôle de fer isolée, munies de rainures. Ces rainures sont situées à l'intérieur du moteur. De nombreuses rainures servent principalement à fixer la bobine. Lorsque la bobine est connectée au courant alternatif, le rotor du moteur tourne. Examinons ensuite la bobine à l'intérieur du moteur. Ce moteur comporte également 3 jeux de bobines. Ces bobines génèrent un champ magnétique rotatif lorsque le courant alternatif varie. Les bobines ici sont à enroulement simple. Dans la production industrielle réelle, un jeu de bobines est souvent constitué de centaines, voire de milliers de tôles, toutes enroulées par des machines. Les bobines sont également recouvertes d'une couche de peinture isolante pour améliorer la conductivité thermique et les performances d'isolation. Cependant, l'espacement trop important entre les bobines peut déséquilibrer le champ magnétique généré, ce qui affecte l'efficacité de l'électrocution. Il est donc possible d'ajouter des rainures, par exemple en doublant le nombre de rainures, puis de connecter 2 jeux de bobines en série. Cependant, cette connexion en série ne produit pas de champ magnétique dipolaire. Il suffit de replier les 2 bobines en série en 2, et le champ magnétique généré est un champ magnétique dipolaire idéal. Les 2 autres jeux de bobines sont également repliés en 2, puis combinés et enroulés dans les rainures électroniques. Les courants des bobines gauche et droite étant exactement opposés, les champs magnétiques générés resteront 2 champs magnétiques de sens opposé, mais le champ magnétique deviendra plus uniforme. Une amélioration supplémentaire est possible. Nous ouvrons la bobine à champ magnétique dipolaire. À partir du champ magnétique généré par la bobine, nous obtenons un champ magnétique quadruple. Nous ouvrons ensuite les 2 autres jeux de bobines de cette manière, les rassemblons, puis les enroulons dans les 12 rainures de la vis. La bobine génère alors un champ magnétique quadruple rotatif. On constate alors que la vitesse de rotation du champ magnétique dipolaire est supérieure à celle du champ magnétique quadruple. En effet, le champ magnétique dipolaire peut effectuer une rotation de 180 degrés après un demi-cycle sinusoïdal, tandis que le champ magnétique quadruple ne fait que tourner. Bien que le champ magnétique quadruple tourne lentement, la distorsion est bien plus importante. Nous devrions alors obtenir un champ magnétique rotatif plus performant et plus stable. Nous pouvons doubler la taille des rainures. Celles-ci sont plus rapprochées et mieux réparties, ce qui permet de générer un champ magnétique plus stable, améliorant ainsi considérablement l'efficacité des chocs électromagnétiques. Lorsque le champ magnétique quadruple tourne, il provoque la coupure des lignes de flux magnétique par le rotor à cage du moteur et génère un courant inductif, ce qui entraîne la génération d'un courant induit par le rotor. Selon le sens du courant et celui du champ magnétique, la règle de la main gauche permet de déterminer le sens du rotor. Ces forces provoquent la torsion du rotor, ce qui entraîne sa rotation. Cependant, ce moteur à induction nécessite une perte de puissance de 3 à 4% pour générer du courant, ce qui entraîne une perte de puissance. De plus, les performances des moteurs à induction à basse vitesse sont relativement médiocres. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont amélioré le moteur à induction et supprimé les anciens aimants qui pouvaient générer un champ magnétique. Nous remplaçons maintenant les aimants permanents par des aimants en forme d'arc, puis installons 4 de ces aimants permanents à l'extérieur du rotor, en remplaçant le rotor en forme de dragon par ce rotor à aimant permanent. Le champ magnétique généré par le rotor à aimant permanent est illustré sur la figure. Le champ magnétique généré par la bobine est similaire. Nous plaçons ensuite le rotor à aimant permanent dans le stator. Observons maintenant la force détaillée entre le stator et le rotor. Pour plus de commodité, nous ne conservons que le plan SN à l'extérieur du stator et du rotor.
Selon le principe de répulsion et d'attraction coplanaire, nous pouvons obtenir la force d'interaction illustrée sur la figure. Prenons l'exemple du point A. Ce point repousse non seulement le point B, mais attire également le point C, ce qui génère un couple pour l'ensemble du rotor. Lorsque le champ magnétique rotatif pivote de 45 degrés, le rotor subit la force maximale. Cet angle est similaire à la poussée et à l'attraction de deux billes en ligne droite, ce qui signifie que le corps subit la force maximale. Cet angle est donc également le meilleur angle de champ magnétique pour le démarrage d'un véhicule électrique. Le moteur est conçu de cette manière. La vitesse du rotor est synchronisée avec la vitesse de rotation du champ magnétique, ce qui évite la génération de courant induit dans le rotor, ce qui réduit les pertes de puissance et augmente la distorsion au démarrage. C'est ce qu'on appelle souvent le choc électromagnétique synchrone. Cependant, ce choc électromagnétique présente toujours un problème. Le couple du véhicule est excellent au démarrage et en montée, mais à grande vitesse, les performances du choc électromagnétique se dégradent. En effet, le choc électromagnétique avec les aimants permanents génère une force électromotrice inverse, opposée à celle générée par le moteur. Plus le rotor tourne vite, plus cette force électromotrice inverse est prononcée. De plus, l'utilisation d'aimants augmente les pertes d'énergie par courant de Foucault magnétique, ce qui affecte les performances du moteur. Pour résoudre ce problème, améliorons encore le moteur à aimant permanent. Il s'agit d'un ancien aimant. Lorsque l'aimant s'approche du clou en fer posé sur la table et atteint une certaine distance, ce dernier est attiré. Voyons maintenant pourquoi cela se produit à la fois pour l'aimant et pour le clou en fer.